Ouais, bonjour Arnaud, Émilie. Donc on va profiter de. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Donc il y a différents cas de figure. Il y en a certains qui, pas mal d'entre vous qui sont déjà retournés sur leur lieu de travail. Alors, quelquefois à Paris où la météo est pas très favorable. Pour être très honnête, moi, je suis resté sur mon lieu de, de vacances où je télétravaille et où il fait un soleil absolument radieux. Donc voilà. On va en profiter peut-être une ou deux minutes pour nous présenter. Donc, moi, je suis Patrick, Patrick Vigneault. Avec Hélène, on a confondé Biharmonis. Moi, j'ai un parcours de financier principalement et de banquier d'affaires, d'investisseur, etc. Et j'ai constaté tout au coup long de mon parcours que l'une des clés du succès, c'était, et ce qui manquait beaucoup dans les entreprises, c'était un alignement, une cohérence de l'entreprise autour de fondamentaux clairs qu'on a appelé la culture d'entreprise et on a appelé cet alignement autour de la culture l'harmonie. Comment se développer de manière harmonieuse ensemble on a donc lancé il y a 8 ans à peu près Biharmoniste, qui est un collectif de 20-25 harmonistes et on accompagne les entreprises dans la définition de leur culture, comment on va en parler pas mal aujourd'hui, deux dans l'accompagnement des dirigeants et des équipes pour incarner véritablement et passer les différentes étapes, et puis trois dans tout ce qui est vie de l'entreprise, par exemple lorsqu'il y a des acquisitions, lorsqu'il y a des chocs de culture, lorsqu'il y a des nouveaux dirigeants, des réorganisations, comment on prend en compte ces dynamiques collectives, ces dynamiques de culture, et comment on fait de la culture un vrai levier de performance, on va le voir, et de fierté d'appartenance. Hélène, je te passe la parole pour te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'était ce qui faisait que les gens pouvaient se lever le matin en sautant du lit, en se disant je vais travailler. Ce qui est hyper intéressant, et pour l'avoir vécu dans des expériences d'entrepreneuriat, c'est que ça n'a rien à voir avec le salaire. Puisqu'en tant qu'entrepreneur, quand c'est notre projet et que, entre guillemets, on dit c'est notre bébé, on est capable de bosser avec plaisir, parfois même en payant pour travailler, ce qui est quand même très paradoxal. Et du coup, toute la question, c'était comment créer des environnements de travail dans lesquels, justement, on peut retrouver ce plaisir de travailler. Et effectivement, le sentiment d'appartenance, c'est une dimension très importante. Et on va vous en parler plus en détail. Et nous, chez les harmonistes, c'est vrai que voilà, ce qu'on cherche, c'est créer des équipes où vraiment chacun se sent bien, chacun sent qu'il a sa place et du coup peut libérer complètement son potentiel, son énergie dans un cadre. Et c'est quelque chose de vraiment très important, qui est très clair et avec lequel il se sent en parfaite cohérence, en harmonie. Alors le thème de cette conférence, c'est la fierté d'appartenance. C'est un sujet particulièrement important aujourd'hui parce que on a vécu un an et demi assez perturbé, avec des situations extrêmement hétérogènes. Des entreprises qui ont passé la crise de manière remarquable parce que business porteur, parce que équipe hyper soudée, et puis l'inverse qui est arrivé aussi avec le télétravail générant des dynamiques des tensions, un individualisme, des silos, la génération de silos, une difficulté du middle management à s'adapter. Voilà, donc les situations sont extrêmement différentes. En tout cas, on a tous un point commun, c'est même si les choses ne sont pas encore totalement claires, mais de redonner une sorte de grande dynamique collective au collectif, de rebooster les équipes, de créer cette fierté d'appartenance. C'est particulièrement important aujourd'hui avec la généralisation du télétravail. Hein, c'est très très clair. On rentre dans un travail hybride et avec des vrais, on va en parler, des vrais changements profonds. Et c'est un peu le thème qu'on veut aborder aujourd'hui. C'est comment il y a des changements profonds, quels sont-ils? Et deuxième élément, comment arriver à créer cette dynamique collective qui va créer cette fierté d'appartenance. Je vous propose de commencer. Vous avez un chat en bas à droite, n'hésitez pas, certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, donc n'hésitez pas à poser vos questions en live, on essaiera soit d'y répondre, soit de les garder pour la fin. On essaie de faire une présentation en 25 minutes, on tient rarement les 25 minutes, mais cette fois-ci on va essayer. Et voilà. Donc Hélène, quand on parle de fierté d'appartenance, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Oui, bien sûr. Alors effectivement, d'abord, derrière la fierté d'appartenance, il y a, on va simplifier un peu, mais en gros, il y a un peu trois niveaux d'appartenance. Alors le premier niveau d'appartenance, qui est assez simple, hein, c'est en gros, j'adhère. J'adhère et en particulier, j'adhère à mes projets, j'adhère à mon poste, à mon équipe. Donc, je reconnais son utilité. Voilà, je m'inscris volontairement dans mon équipe, mais parce qu'on a des objectifs ensemble. Donc, on n'est pas tellement au niveau de l'entreprise. En gros, je vais parler de
mon job, oui, mon projet actuel, on va dire, je travaille chez Voltalia, par exemple. Donc, j'affiche mon job, je suis capable d'en parler, mais voilà, ça s'arrête là. Le niveau suivant, c'est un niveau d'identification. Donc là, vraiment, c'est la culture, les manières de travailler, la finalité de l'entreprise qui correspondent à ce que je suis, à mon système de valeurs, à ma vision du monde. Donc là, je m'identifie vraiment comme faisant partie du groupe. Je parle de l'entreprise en disant nous. Oui, ben, nos nouveaux bureaux, ils sont vraiment top. C'est là qu'on va avoir un peu au lieu de dire je travaille chez Voltalia, on va dire je suis un Voltalien. Donc, on va parler cette fois-ci de moi en tant qu'un membre du groupe. Et le dernier niveau, le Graal de tout dirigeant, c'est des salariés qui sont vraiment impliqués, c'est-à-dire qui considèrent que l'entreprise est un peu à eux, ce qui est d'ailleurs parfois le cas avec l'actionnariat salarié, et du coup, qui veulent vraiment contribuer activement au développement du projet, qui s'impliquent dans la vie de l'entreprise au-delà de leur poste, qui se sentent vraiment responsables de son succès. Donc là, je vais carrément parler de l'entreprise en utilisant nous, c'est-à-dire, oui, bah, on a décidé de racheter notre concurrent, donc ce n'est pas l'entreprise, c'est moi, c'est nous. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être partie prenante des décisions et de l'orientation globale de l'entreprise. Et c'est aussi le moment où, évidemment, on va demander à ses amis de rejoindre l'entreprise en disant « Ah oui, tu devrais postuler chez nous, etc. » Donc, c'est vraiment cette dimension de « je suis l'ambassadeur de l'entreprise ». Alors, peut-être un petit sondage pour commencer. Parmi vous tous qui êtes présents ce matin, où est-ce que vous vous situeriez? Donc, vous pouvez mettre le niveau adhésion, identification ou implication dans votre organisation. Vous pouvez aussi mettre aucun des trois. Si vraiment, pour vous, aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui est mis en place ou que vous avez l'impression qu'effectivement, plus personne soit n'adhère, soit ne s'identifie, soit ne s'implique dans le projet. Voilà, vous pouvez répondre dans le chat en mettant identification, implication, adhésion. Ok, Nicolas, bravo. Nicolas est dans une entreprise où les gens vraiment ont pris possession. Aurélie aussi, c'est merveilleux. Et on voit directement le lien entre ce troisième degré et l'implication avec la performance de l'entreprise. Parce que l'un des principaux critères, c'est de cette fierté d'appartenance, c'est la fidélité. Souvent, donc c'est bien sûr l'implication, c'est bien sûr la performance, c'est la fidélité, la fidélisation des équipes, avec des engagements très profonds des personnes, et donc un lien vers la performance. Voilà, donc on voit des entreprises qui sont plus réactives, où il y a vraiment cette dynamique d'équipe qui est vraiment extrêmement forte, quoi. Alors effectivement, donc là c'est intéressant. En tout cas, donc il y en a qui ça dépend, mais il y a pas mal d'entre vous qui sont plutôt dans une entre la deuxième et la troisième. Donc vraiment des gens qui s'identifient à l'entreprise et même pour un certain nombre qui sont vraiment impliqués. Donc bravo. Et ce sera intéressant d'avoir vos commentaires quand on parlera un peu de ce qui peut être fait avec vos témoignages. Ouais, avec ces situations assez hétérogènes, ça dépend des gens, c'est vraiment un cas de figure extrêmement fréquent. On voit des niveaux très très différents entre départements en fonction des managers, et on va en parler du rôle des middle managers dans la création de cette fierté d'appartenance et donc de cette implication totale. Et vous voyez qu'effectivement là, il y a le fait de passer, et c'est le rôle un peu que nous on s'est fixé en tant qu'harmonistes, d'aider les entreprises à se développer de manière harmonieuse. Donc d'oser aller un degré plus loin en termes de culture, en termes pour générer cette implication supplémentaire qui fait qu'il y a véritablement ce sentiment d'appartenance à un projet, à un collectif, beaucoup plus fort. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'en ce moment particulièrement, c'est effectivement un sujet important? Alors pourquoi c'est un sujet important en ce moment? Parce que bien évidemment, il y a un véritable changement dans l'écosystème, un changement de paradigme et qui correspond pas juste à on sort de cette période du Covid transformé profondément. Et c'est pas juste quelques des choses qui vont passer. On a vraiment la conviction au sein des harmonistes que ce changement est un changement de mentalité. Donc, ça veut dire un changement de mentalité, on est au plus profond du niveau des consciences. C'est-à-dire qu'il y a des aspirations vraiment profondes
qui ont changé au niveau des équipes, au niveau des managers, au niveau des dirigeants. On le voit à tous les niveaux. Nous, on a eu des appels de dirigeants qui nous disent ça m'a fait réfléchir cette période du Covid. J'ai vu qu'on pouvait faire les choses autrement. Moi, j'ai vu que je travaillais trop. Donc, j'ai envie de moi-même reposer les choses pour faire les choses différemment. On voit aussi cette recherche d'équilibre de vie différentes et on voit pas mal aujourd'hui d'entreprises qui voient des cadres, pas forcément des top dirigeants, mais plutôt du middle management, mais c'est quelquefois des directeurs commerciaux, des directeurs marketing. J'ai l'exemple d'un de nos clients où sa directrice marketing, qui est absolument clé, qui fait partie du quotidien, a décidé de partir, aller vivre une vie différente, devenir freelance, etc. Et ça perturbe énormément les entreprises parce que c'est des moments clés. Mais tous ces éléments qui génèrent de la mobilité sont aussi à la fois des menaces, mais à la fois des opportunités. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une dynamique, par exemple, ces notions de mobilité, d'envie d'aller vivre un peu au soleil, de vivre de télétravail. Ça vous permet, vous, d'aller, si vous mettez en place du travail hybride, si vous mettez en place les conditions pour permettre cet équilibre de vie, vous pouvez attirer des talents beaucoup plus facilement, donc il y a un phénomène d'attractivité, puis d'une manière beaucoup plus large. On voit des entreprises qui embauchaient sur Lyon, sur Paris, qui aujourd'hui embauchent au niveau du digital sur toute la France, parce qu'ils ont mis en place ce système avec des réunions régulières, des rencontres régulières, mais du télétravail beaucoup plus intense. Donc en fait, c'est à la fois des vraies menaces, mais si vous rentrez dans le jeu, ça peut être des vraies opportunités. On voit aussi une grosse dynamique autour de l'humain, autour de l'émotionnel, autour de tout ce qui est authenticité des relations humaines. Nous, on voit là des grandes entreprises qui changent fondamentalement la façon de servir le client. Donc, c'est de l'humain à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est aussi de l'humain avec les clients. Donc là encore, c'est des opportunités de réinventer votre relation au client. Je vous prends l'exemple de Sodexo. Sodexo, vraiment, dans cette rentrée, et voilà, c'est pas juste des cantines, c'est quelle expérience on fait de vivre. J'ai eu une grande entreprise de distribution au téléphone hier et qui me disait, on a profité de cette période pour insister énormément sur la qualité de service, pour faire vivre des émotions aux consommateurs qui allaient dans nos supermarchés. Donc, vous voyez, et c'était un chiffre absolument essentiel de sortir d'une offre purement produit, matériel, remplir les rayons, à une offre qui est qu'est-ce qu'on fait vivre comme expérience dans chacun de nos supermarchés. Et ce switch a été permis, en fait, par la Covid. La Covid a ouvert, je dirais, le cœur de beaucoup de collaborateurs. Donc, c'est vraiment une ouverture vers l'expérientiel. Et enfin, aussi, il y en a d'autres, mais on vous a mis les 3 changements majeurs profonds de mentalité. C'est tout ce qui est sens, avec une vraie recherche de choses qui ont du sens au niveau de l'entreprise, du sens pour moi. Donc, il y a aussi un individualisme. Donc, les Anglais disent what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et donc, il y a vraiment cette recherche de mon entreprise doit avoir un impact, doit avoir du sens. Et on voit des magnifiques succès. Donc là encore, c'est une opportunité. Quand vous voyez des entreprises comme Back Market, comme Phoenix, comme Castali, c'est des entreprises qui disent nous, on veut travailler sur à la fois le sens et la performance. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est ce travail du et, quoi. C'est comment on arrive à créer sens et performance, ou performance et sens. Et là, on voit ces entreprises qui, lorsqu'elles émettent une offre d'emploi pour un directeur marketing, qui reçoivent 500 CV. Enfin, ces entreprises qui ont un degré d'attractivité des talents qui est absolument incroyable, mais aussi les clients. Donc, on sent que toute cette période, et c'est un des messages qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que, et vous en êtes, je pense, relativement conscient, mais c'est bien de le dire, de le conscientiser, que c'est des changements définitifs, c'est des changements qui évolueront, mais c'est vraiment des changements profonds et définitifs qui changent la façon de gérer les collaborateurs et aussi les talents. Alors Hélène, comment, une fois qu'on a ce changement de paradigme là, on a ces changements de mentalité, comment on fait pour créer ou pour recréer, je dirais, quelque part une dynamique très forte? Alors cette dynamique, nous, on voudrait vous parler aujourd'hui de 3 grandes dimensions. Évidemment, il y en a sûrement plein d'autres, mais pour nous, c'est vraiment les 3 clés de cette dynamique d'appartenance. Le premier, c'est vraiment repenser l'entreprise, ses fondamentaux et réfléchir à une nouvelle manière, en fait, de tous travailler ensemble. C'est-à-dire, on a en particulier maintenant beaucoup plus de gens qui sont à distance. Il y a effectivement cette notion de silo, d'individualisme. Donc, il y a vraiment besoin de retravailler cette notion du lien. Alors, d'abord, au niveau de créer un collectif. C'est vraiment cette notion
à l'anglaise, ils disent team building, mais c'est trop associé à on va faire un paintball tous ensemble. Mais c'est vraiment cette notion du faire équipe. Et faire équipe qui passe par une double dimension. Il y a d'abord comment est-ce qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a vraiment des objectifs, des projets communs, des défis qu'on va relever ensemble. Et ça, c'est extraordinaire en termes justement de création d'un sentiment d'appartenance, parce qu'on est tous alignés vers un même objectif. Donc, ça peut être l'exemple, par exemple, d'un petit cabinet de conseil qui a décidé de se lancer dans un appel d'offres pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Donc, c'était vraiment David contre Goliath, puisqu'il se battait contre le plus gros cabinet du monde, mais ça a créé une énergie incroyable en interne. C'était pendant le confinement, de tous se mobiliser en disant on va répondre à cet appel d'offres. Et du coup, ils se sont complètement lâchés. Ils ont fait un truc extraordinaire. Et d'ailleurs, ça leur a permis de remporter. Mais même s'ils avaient perdu, la dynamique de on se met tous ensemble pour atteindre un objectif, ça a créé une dynamique incroyable, sachant même qu'il y avait des gens qui venaient d'être onboardés à distance. Donc vraiment, voilà, il y a cette notion de on crée quelque chose ensemble et puis on crée aussi les conditions, ça c'est le deuxième aspect, de la confiance, c'est-à-dire comment est-ce que je crée cette sécurité psychologique, comment est-ce que je me débrouille pour créer du lien humain, même si on n'est pas forcément physiquement ensemble. Comment je permets la vulnérabilité, comment je permets de se découvrir mutuellement. Donc là, ça va être des rituels, on va en reparler, qui vont permettre derrière de se dire, voilà, je me sens totalement à l'aise et donc je peux être authentique et moi-même et travailler à mon plein potentiel. Le deuxième aspect fondamental, c'est évidemment la notion de culture. Donc là, on revient à cette notion du sens, mais pas que, parce qu'il y a aussi, est-ce que voilà, je m'identifie, est-ce que je suis résonnant avec les valeurs, les manières de travailler de l'entreprise? Et c'est complètement OK que ce ne soit pas le cas, chaque entreprise est unique. Là, c'est comment est-ce que je pose un cadre super clair qui va bien expliquer voilà qui on est, voilà pourquoi on travaille, voilà où est-ce qu'on va, et qui va évidemment le vivre, le mettre en pratique de manière authentique et cohérente à tous les niveaux de l'entreprise, qui va l'afficher en externe pour du coup attirer les bonnes personnes et autant que possible intégrer, et c'est aujourd'hui beaucoup demandé, la notion d'impact. Donc voilà, à quoi on sert au-delà de on fait notre business, qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter au monde et comment est-ce que du coup voilà on crée une adhésion, une implication par rapport à cette dimension. Et la troisième dimension qui est vraiment fondamentale, c'est, on parlait de cette notion d'expérience. L'expérience, évidemment, elle est très forte aujourd'hui et on a un focus énorme par rapport aux clients, mais ce qui est important, c'est que ce soit aussi la même chose en interne. Donc, comment est-ce qu'on pense par rapport à ce qu'on est et par rapport à là où on veut aller, on repense la manière d'intégrer, d'attirer, de manager, de former, de communiquer, etc., en cohérence avec ce besoin très fort de lien et avec la culture de l'organisation. Et tout ça, bien entendu, ça peut tenir qu'avec une évolution aussi forte du leadership et du management pour pouvoir tenir ce cadre. Alors, on va vous détailler un tout petit peu ces trois grandes dimensions. Donc, la première dimension, qui est effectivement cette notion de projet collectif, d'embarquer tout le monde, de créer les conditions de la confiance. Donc là, c'est pareil, il y a un peu trois niveaux. Le premier niveau, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comment est-ce qu'on est tous ensemble en train de construire quelque chose. Et ça passe par des dynamiques collaboratives, ça passe par le fait d'avoir des rituels d'écoute, de partage, ça passe par la responsabilisation, ça passe par le fait de vraiment impliquer chacun dans la construction de l'entreprise. Donc, ça peut être effectivement à un niveau très basique de, voilà, on doit tous ensemble se rassembler pour répondre à un appel d'offres. Donc, ça peut être au niveau de l'équipe, du bureau, ou ça peut être au niveau de toute l'entreprise. Je pense par exemple à Voltalia, qui a décidé de co-construire avec tous les collaborateurs la vision 2030. Donc, se dire, voilà, comment je rassemble tous les collaborateurs par petits morceaux, évidemment, pour pouvoir, avec 500 personnes, définir où est-ce qu'on veut tous ensemble aller. Et ça, effectivement, ça crée une dynamique assez extraordinaire. Donc là, ça veut dire effectivement, quand on pense à team building, c'est pas juste on met les gens ensemble et on se dit, tiens, on va bien s'amuser, on va boire un coup, mais vraiment, on réfléchit à est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble. Et ça peut être aussi même construire quelque chose de symbolique, mais voilà, par exemple, faire un beach cleaning tous ensemble, on va nettoyer une plage, à la fin, voilà, on a l'impression d'avoir atteint quelque chose ensemble, et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort
pour créer ce côté, voilà, j'appartiens à des gens parce qu'on réalise des choses ensemble. La deuxième étape, c'est évidemment ce côté confiance. Donc, comment est-ce qu'on travaille et on vit ensemble, en particulier quand on est à distance. Donc là, c'est vraiment beaucoup de rituels. Ça peut être donc beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des petits déj virtuels, des moments en tout cas de partage d'informations, ça c'est très important, et des moments simplement de rencontre, même si c'est à distance. Donc par exemple, il y en a beaucoup qui ont fait des cafés loteries où on tire au sort quelqu'un dans la boîte qu'on ne connaît pas et on va prendre un café virtuel en one-to-one. Ça peut être chez Le Hibou où ils ont lancé un brunch digital où tout le monde se retrouve et puis quelqu'un va lancer un sujet et puis là, voilà, on lance une discussion, on voit comment ça évolue. Ça peut être aussi au quotidien, voilà, des petites attentions, des petits mots, des petites images qui vont être envoyées ou pour ceux qui reviennent au bureau, qui est vraiment le sentiment qu'au bureau, il y a quelque chose de plus qui se passe. Donc, ça peut être, voilà, on organise des jeux, on organise des petits cadeaux pour ceux qui vont revenir en mettant welcome back sur leur bureau. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites attentions qui vont faire qu'on sent qu'il y a de la convivialité, on sent qu'il y a de la confiance et du coup, on a envie de continuer à contribuer à ce cadre convivial. Et le dernier élément qui est vraiment important, c'est cette notion de réussir ensemble. Donc, c'est là où je vous ai parlé de l'importance d'avoir des défis, d'avoir des objectifs. Pour ça, utiliser la méthode des OKR est très intéressante puisque c'est vraiment, on aligne toute l'entreprise autour d'objectifs concrets trimestriels. Et si on réussit, c'est la réussite de tout le monde. C'est pas juste l'équipe marketing qui a réussi ou l'équipe commerciale. Donc, on met des jalons et des jalons que chacun peut atteindre et qu'on peut ensuite vraiment célébrer. Et ce qui est important, c'est de ritualiser ces moments de célébration parce que trop souvent, on ne prend pas le temps de vraiment célébrer. Donc, c'est toujours avoir, que ce soit juste la bouteille de champagne qui est au frais et qu'on est prêt à sortir quand il y en a besoin. Mais en tout cas, c'est voilà, toujours se dire, on est prêt à célébrer et quand on se rassemble, on prend effectivement des vrais moments aussi de célébration avec des temps où on est là pour se rassembler, pour le plaisir d'être ensemble. Chez Genius, par exemple, ils ont une fois par mois ce qu'ils appellent les Marvel Us, des événements où ils rassemblent toute leur communauté. Ça veut dire pas seulement les salariés actuels, mais aussi les anciens, mais aussi des prestataires qu'ils aiment bien. Ils se rassemblent à un endroit et ils font un événement collectif, un défi, ça peut être sportif, culturel, etc. Mais vraiment, c'est ce côté où on se rassemble. Il y a des boîtes qui célèbrent aussi les échecs, comme ça, en organisant des conférences pour récompenser le meilleur apprentissage du mois grâce à une équipe qui a échoué. C'est aussi une manière de célébrer, même si on n'a pas atteint des réussites. Donc, c'est vraiment important d'avoir tous ces éléments-là. Maintenant, évidemment, tout ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, voilà, vous savez tous, c'est pas parce qu'on met des tables de ping-pong, des massages, qu'on fait des super défis ensemble, que les gens, pour autant, vont vraiment s'identifier parce qu'il y a besoin aussi d'avoir cette résonance avec la culture de l'entreprise. Sinon, même, ça peut faire des gros dégâts. Alors, la culture, comment est-ce qu'on peut justement la travailler ? Alors la culture, c'est le deuxième échelon. Après, se travailler ensemble, se construire ensemble, c'est créer cette confiance et cette connaissance des uns et des autres. C'est effectivement, il faut un cadre clair, il faut un projet inspirant, il faut pouvoir faire en sorte que toutes les équipes rament dans le même sens. Et ça, c'est vraiment le challenge, notamment avec cette notion de travail hybride ou de télétravail. Et le gros message qu'on va vous faire passer aujourd'hui, c'est que la culture est vraiment un levier, bien sûr, d'appartenance, mais aussi de performance, et c'est vraiment les deux qui vont ensemble. Et au même titre que vous accordez énormément d'importance au marketing, à la stratégie, à la finance, la culture d'entreprise est un des leviers de management absolument essentiel et que nous vous recommandons. Donc, c'est un peu le message, le cri du cœur des harmonistes, de véritablement le mettre au même niveau que les autres, parce que c'est un élément extrêmement clé, et notamment c'est un élément fondateur dans le sens où la culture, c'est tous les fondamentaux. C'est ce qui va permettre à chaque collaborateur de se dire comment on se comporte ici, pourquoi je prends telle décision. Donc ça va être une véritable boussole de décision, un véritable référentiel. Et lorsque cette culture est claire, vous pouvez faire, comme le disait Hélène, de chaque collaborateur un intrapreneur, c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions comme vous, dirigeant, vous prendriez, ou manager, vous prendriez la décision. Donc, cette capacité de se dire, on a créé le lien, on a créé cette capacité de cohésion, mais derrière, il faut qu'on puisse vraiment avoir un cadre clair qui va permettre l'autonomie des collaborateurs et leur implication. Et ça passe pour nous par trois choses qui sont vraiment importantes et la façon dont on procède de manière systématique, extrêmement courante.
de manière courante, c'est d'abord commencer par une culture map. Alors, une culture map, c'est une sorte d'état des lieux où on va parcourir l'ensemble des composantes de la culture d'entreprise, que nous, on détaille en why, where, what, how. On ne va pas ces détails aujourd'hui, mais n'hésitez pas à assister à nos prochains webinaires. On va rentrer dans le détail de c'est quoi une culture d'entreprise. Mais on va travailler et on va interviewer le dirigeant, on va interviewer un certain nombre de membres du CODIR, un certain nombre de clients, un certain nombre de partenaires et un certain nombre de collaborateurs sur des échantillonnages. Finalement, ça ne fait pas énormément, ça peut faire 10, 12, 15 entretiens. Souvent, on fait de manière individuelle, mais aussi collective, un petit sondage. Et derrière, ça nous permet d'avoir une cartographie extrêmement claire et factuelle de la vision du CODIR du dirigeant et la vision de l'ensemble, la perception de l'ensemble des collaborateurs, et voire de l'écosystème externe. Et ça donne et tout ce qui va être en écart de perception, ça veut dire que la culture et les fondamentaux ne sont pas clairs. Et donc, comment voulez-vous être efficace, tout simplement, si vos fondamentaux ne sont pas clairs? Donc là, on l'a fait, par exemple, les deux triangles en dessous, c'est un peu la synthèse d'un de nos clients qu'on a accompagné il y a 2 mois, et qui était une startup de 15 personnes. On accompagne des clients de toute taille. Et le dirigeant a été assez étonné, et c'est quelque chose d'assez fréquent. D'ailleurs, je vous mets là le témoignage d'un autre dirigeant qui est Damien Néret, avec une vidéo sur laquelle que vous pouvez écouter, et qui le dit. Il y a un écart absolument incroyable entre la perception que le dirigeant se fait de ce qu'il communique, des fondamentaux qu'il véhicule, que ce soit les valeurs, la vision, la raison d'être, l'ambition, le mode d'organisation, comment on prend une décision ici, et la réalité qui est vécue, qui est perçue par les collaborateurs. Et c'est cet écart qu'il faut absolument réduire. Et donc, on a, nous, des techniques, on arrive à annihiler ces écarts. Le deuxième élément important, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à cartographier les éléments de la culture, à voir où sont les écarts, c'est bien de les écrire, de les formaliser. La culture, c'est quelque chose d'assez intangible, c'est quelque chose, on se dit, mais c'est pas palpable, en fait. Mais justement, c'est là l'apport des harmonies, c'est de vous encourager à mettre des mots dessus. Alors, ça peut être, par exemple, par un culture book, on peut appeler ça n'importe comment, un livret d'accueil, un blue book, un culture code. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, faire ce travail de mettre des mots précis et puis peut-être de les mettre en valeur, par peut-être des manifestos, par un peu des histoires, par du storytelling, par des légendes, par du design. Voilà, vous arrivez à sublimer vos fondamentaux, à les clarifier pour tout le monde, et vous allez ensuite les décliner pour l'onboarding, mais aussi pour les clients. Ça peut être des outils clients, des outils de recrutement, etc. Donc, et nous, on est absolument et c'était l'une des raisons de la création de Biharmoniste avec Hélène et de l'ensemble des harmonistes, on est étonné du manque de clarté des fondamentaux d'une entreprise. C'est quelque chose de basique, mais ce n'est pas là, c'est pas fait. Et les entreprises américaines le font de plus en plus. La première, c'était Netflix, qui est très connu, qui est le slideware le plus téléchargé au monde, et plus téléchargé plus de 20 millions de fois. Et Netflix, il y a de cela une quinzaine d'années, a dit voilà ma culture. Et c'était tellement nouveau, tellement bluffant que ce truc a fait un buzz énorme. Derrière, vous avez HubSpot, vous avez Zapier, vous en avez plein qui l'ont fait. On commence à voir des cultures code apparaître en France. Voilà, et c'est un mouvement qui est naissant. C'est pas facile à faire. C'est pourquoi faire? Est-ce qu'on fait en interne? Est-ce qu'on fait en externe? Il y a beaucoup de finesse. Comment est-ce qu'on essaie de lui donner une sorte de dynamique particulière, une sémantique particulière? Voilà, comment on le met en valeur? Est-ce qu'il faut le mettre en valeur ou pas, etc. Voilà, donc là, il y a un gros chantier. C'est une opportunité pour vous d'être le premier dans votre industrie à avoir un culture book et à le communiquer et à l'assumer. Et en le faisant, notre rôle, nous, d'Harmonie, c'est de vous encourager à oser. Les entreprises ont souvent une plus belle culture qu'elles ne le disent ou qu'elles ne le croient. Les choses sont souvent assez fortes sur le plan émotionnel, et pourtant, c'est pas mis en valeur. Et donc, nous, on vous encourage à assumer totalement, peut-être en exprimant les valeurs de façon différente, peut-être en ayant un slogan, une accroche, etc. Peut-être en disant, voilà ce qu'on combat. Voilà, donc en affirmant une raison d'être, du sens, des combats, en affirmant une personnalité globale, en affirmant un style qui est le vôtre. Et c'est ça l'idée, c'est nous, on va pas le créer, on va vous encourager à sublimer, à oser aller au-delà d'une personnalité fade, d'avoir des mêmes valeurs, innovation, excellence, esprit d'équipe. Non, voilà, tout le monde a les mêmes valeurs, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est ce droit à oser. Et puis après, il faut l'ancrer, il faut le faire vivre, parce que tout ça, ça ne marche pas s'il n'y a pas des actions concrètes. Et nous, la technique qu'on utilise beaucoup, il y en a plusieurs, mais c'est la culture team. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre d'ambassadeurs, avec toute une technique de trouver les bons ambassadeurs et comment comment animer cette équipe d'ambassadeurs pour faire en sorte que toute cette culture se déverse
ruisselle dans tous les rouages de l'entreprise, au niveau de tous les process le parcours collaborateur, le parcours client, le parcours de recrutement, enfin absolument tout, mais aussi dans les symboles, dans les rituels, etc. Donc là, il y a énormément de travail et Hélène va vous donner quelques exemples de parcours d'ancrage que l'on peut faire, que la culture team peut animer. Hélène? Donc effectivement, il y a plein de dimensions sur lesquelles vous pouvez décliner ça. On va revenir un peu après sur la notion de l'expérience collaborateur. Et là, l'idée, c'est déjà, encore une fois, d'utiliser votre culture comme base pour repenser aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, comment est-ce qu'on veut travailler. Comment est-ce qu'on veut travailler et est-ce qu'on veut travailler de manière hybride? Comment est-ce qu'on veut faire avec le présentiel, pas de présentiel, les bureaux, pas de bureaux? Il y a une entreprise, par exemple, qui a dit, nous, on va assumer que, en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des temps vraiment festifs où on se retrouve et des temps de partage très forts et d'être en autonomie totale. Et donc, du coup, ce qu'ils ont décidé, c'est on supprime les bureaux. On est 100% en télétravail. Par contre, l'économie qu'on fait par rapport au bureau, ça permet de payer 2 jours de séminaire chez Château Forme tous les mois. Donc, pendant 2 jours, on va tous se retrouver et on va passer un super moment où on va pouvoir à la fois travailler et passer du bon temps. Et c'est ça qui va créer notre cohésion. Le reste du temps, on est 100% à distance. Donc, c'est vraiment pour chacun réfléchir à qu'est-ce qui est le plus cohérent par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qui a changé. Donc, c'est vraiment prendre ce temps de repenser, qu'est-ce qu'on a commencé à faire pendant le confinement et qu'il faudrait qu'on continue à faire. Au contraire, qu'est-ce qu'on a arrêté de faire, qu'il faudrait reprendre. Qu'est-ce qu'on a arrêté de faire, qu'il faut continuer à ne plus faire. Qu'est-ce que vraiment ça doit nous apporter. Donc, c'est cette réflexion, si elle peut être menée du coup par une culture team qui va en interne faire des petites interviews et du coup faire remonter, voilà vraiment ce que les équipes désirent. C'est quelque chose qui peut être très fort. Dans les autres travaux de déclinaison de l'ancrage, c'est redéfinir quel est notre management. Donc, chez Voltalia, par exemple, ça a été vraiment recréer une charte du management qui est une déclinaison directe des valeurs. Donc, par rapport à chacune de nos valeurs, quel est le grand principe de management qu'on veut y attribuer. Ça peut être lancer plein de projets transverses qui vont permettre d'améliorer un peu le quotidien de l'entreprise. Ça peut être évidemment beaucoup de rituels, des rituels qui permettent de revoir ou de diffuser les valeurs. On parlait de culture code, ça peut être aussi l'occasion de coécrire qui on est. En termes de champions français, évidemment, vous pouvez aussi penser à Château Forme. Château Forme qui a une Bible qui est extraordinaire, expliquant vraiment quelle est leur culture, très en détail, avec énormément de rituels pour faire vivre cette culture au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment repenser chacun de ces éléments et se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que on diffuse au maximum la culture dans tous les aspects de notre entreprise. Là, on parle par exemple de communication, ça peut être aussi, l'ancrage, ça peut être là-dessus, c'est comment est-ce que chacun des salariés veut, dans sa signature ou dans son LinkedIn, parler de notre entreprise pour mieux diffuser notre culture, etc. Alors, 2 exemples pour illustrer pour ces aspects culturels, en quoi c'est important. Généralement, aujourd'hui, on voit, nous, la majeure partie des entreprises travaillent sur leur culture lorsqu'elles sont au pied du mur. En fait, c'est l'exemple d'OVH qui a vécu une période il y a 3 ans extrêmement délicate, où il y avait des tensions énormes entre les anciens collaborateurs et les nouveaux. Une acquisition aux États-Unis, c'était pas très bien passé en termes de choc de culture. Et là, on sentait vraiment le dirigeant, là-bas, sentait vraiment, il a fait un post là-dessus, donc vous avez ici le lien. Et il sentait que l'entreprise, il manquait quelque chose, qu'il y avait des départs qui commençaient à s'accélérer, le nombre de départs de collaborateurs, et qu'il manquait cette dynamique collective. L'entreprise est en train de perdre un peu sa flamme. C'est la même chose avec Cheers. Vous avez un très très bon podcast que nous avons fait, parce que nous avons une chaîne de podcast. On va vous mettre le lien où vous avez 40 chefs d'entreprise qui sont interviewés et qui expliquent comment
la culture d'entreprise les a aidés. Et Cheers est très intéressant, c'est une entreprise qui a levé beaucoup d'argent et qui, au bout de 2 ans, n'est pas arrivé à créer une dynamique, et les dirigeants ont senti que voilà, ils dépensaient l'argent, mais ça n'exécutait pas derrière. Et vraiment, à un moment donné, ils ont fait un step back, ils ont pris une prise de recul, ils se sont dit, OK, il faut qu'on refasse converger tout le monde. Donc, ce retravail sur la culture map, culture code, etc., ils l'ont fait. Et derrière, ça a permis de rebooster et redonner cette dynamique collective. Donc, notre grand message, nous, aujourd'hui, c'est que ne le faites pas juste quand vous êtes au pied du mur, il faut le faire tout le temps. Et cette période post-Covid est une période idéale pour réinventer, repenser ses fondamentaux. C'est vraiment le message important. Le troisième pilier, après ces aspects confiance, travail collectif, ces aspects culture d'entreprise, le troisième pilier, c'est, que Hélène vous présentait tout à l'heure, c'est le parcours collaborateur. Voilà, donc c'est le bon moment de réinventer le parcours collaborateur, en tout cas de s'en soucier. Voilà, l'exemple d'un parcours collaborateur pour nos clients. Hélène, je te laisse donner quelques exemples. Donc effectivement, hein, l'idée c'est pour réinventer cette expérience collaborateur, c'est vraiment d'abord bien poser qui vous êtes en tant qu'entreprise, hein, vos valeurs, votre raison d'être, votre ambition, etc. Et puis derrière, se dire, et là, c'est là où la culture team joue un rôle important, comment est-ce qu'on décline ça dans l'expérience collaborateur? Et l'expérience collaborateur, c'est pas juste le quotidien dans l'entreprise. C'est vraiment toutes les étapes que vous voyez là, depuis la proposition de valeur jusqu'au départ. L'outboarding, justement, qui est souvent un sujet sur lequel on ne va pas beaucoup travailler. Donc, pour vous donner un exemple, donc Genius, qui est une agence permettant de mettre à disposition des entreprises des consultants en communication, des experts en communication, ils ont vraiment beaucoup travaillé par rapport à leurs valeurs, la déclinaison dans l'expérience collaborateur. Et d'abord et avant tout, en se disant, voilà, nous, on ne va pas recruter pour nos clients, puisque même si on a des consultants qu'on va placer chez les clients, on veut vraiment recruter pour nous. Donc, on a une exigence très, très forte et on scanne au travers des valeurs les personnes qu'on va attirer, qu'on va recruter. Il y a beaucoup de cooptation qui est évidemment encouragée. Je vous l'avais dit, hein, c'est un des signaux, entre guillemets, que vous êtes dans de l'implication. L'onboarding est hyper important, il est très ritualisé, il y a tout un cérémonial, il y a un kit de bienvenue, il y a même un kit de bienvenue donné aux clients pour expliquer au client comment il peut aussi au mieux onboarder le consultant qui va prendre pendant quelques mois chez lui. Donc ça, c'est vraiment la clé de réussir les intégrations. En interne, il y a énormément de choses qui sont faites pour vous avez parlé de ces temps où on rassemble toute la communauté. Il y a beaucoup de formations internes, de partage de la connaissance, etc. Et surtout, il y a tout un programme d'alumni, donc vraiment tout un programme d'animation de la communauté des anciens pour garder ce relationnel, garder cette entraide, même avec des gens qui font plus partie de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et pour assurer d'avoir ce bon lien, entre guillemets, avec la communauté des alumni, il y a tout un cérémonial d'outboarding. C'est vraiment une expérience où il va y avoir un mot de départ, il va y avoir chacun qui peut faire des recommandations sur LinkedIn. Enfin, il y a vraiment tout un groupe qui est créé de ceux des anciens. Enfin, il y a vraiment cette idée de on ne veut pas laisser partir la personne. Enfin, il y a des personnes qui partent et puis voilà, ils ont fait, s'ils n'ont pas organisé eux-mêmes leur pot de départ, il ne se passe rien. Enfin, c'est vraiment s'assurer qu'on termine les choses très proprement, on soigne ces départs pour derrière avoir cette communauté des anciens qui va recommander du coup toute l'entreprise. Et le résultat, c'est que alors même que les clients avaient fermé les bureaux, c'est-à-dire que les consultants étaient obligés de télétravailler chez eux, les consultants préféraient venir travailler dans les bureaux de Genius parce qu'ils avaient envie de retrouver leurs collègues, d'être tous ensemble. Donc eux, au contraire, ils avaient plutôt ce problème de on a trop de gens qui veulent venir au bureau pendant le Covid, alors que tout le monde était encouragé, entre guillemets, à rester chez lui. Si je donne un autre exemple, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'effectivement Château Forme qui, eux, ont vraiment cette notion aussi de on recrute sur la base de la culture, au-delà des compétences. Les compétences, ça peut s'acquérir. La culture, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont tout un parcours d'intégration extrêmement complet, avec une partie dédiée justement à la culture, un rapport d'étonnement, donc vraiment un côté où on va vraiment s'immerger dans l'entreprise. Au cours de la vie, il y a la possibilité régulièrement de faire des retours aux sources, des sortes de vie ma vie. On va aller voir ce qui se passe sur le terrain.
beaucoup de formations, énormément de promotions internes. Et le résultat, c'est qu'ils ont un turnover qui est bien en dessous de leur secteur. Et même des alumni qui reviennent, c'est-à-dire qui partent en se disant tiens, l'herbe est plus verte ailleurs, et puis en fait qui reviennent quelques années plus tard. Donc c'est vraiment d'avoir créé cette expérience collaborateur extraordinaire. Et quelques clés pour ça, les clés d'un parcours efficace et cohérent, c'est évidemment, et là Château Fort, mais pour ça un ambassadeur, c'est cette notion de symétrie des attentions, c'est de dire un collaborateur heureux fait un client heureux, c'est-à-dire que le niveau d'exigence et les efforts qui sont mis en œuvre pour le client doivent être de la même intensité vis-à-vis des collaborateurs. Le deuxième aspect, c'est vraiment de s'assurer que la culture est incarnée à chaque étape de l'expérience collaborateur, pour vraiment avoir quelque chose de parfaitement cohérent et que chacun vive au quotidien les valeurs, que ce ne soit pas juste quelque chose qui est affiché au mur. D'où l'idée, effectivement, en particulier au niveau du recrutement, d'être extrêmement sélectif sur la notion de culture, parce que les compétences, on peut former. Quelqu'un qui n'a pas les valeurs, par contre, il faut tout de suite mettre un no-go. Et la troisième dimension, c'est évidemment d'être en permanence dans l'amélioration continue, parce que voilà, quand on vit des périodes comme celle qu'on vient de vivre, il faut pouvoir être dans la remise en question, dans le feedback, dans l'expérimentation, et là encore toujours en collaboratif pour maintenir cette dynamique qui est portée par les équipes. Genius, par exemple, ils essayent plein de choses. Genius, c'est un spin-off d'une autre entreprise, et du coup, ils se nourrissent mutuellement, c'est-à-dire ils disent « Ah ben tiens, nous on a essayé ça, ah ben nous on a essayé ça », et du coup, grâce à ça, ils améliorent aussi progressivement l'expérience collaborateur d'un côté et de l'autre. Encore une fois, tout ça, ça ne tient que si en haut, il y a aussi le leadership qui correspond. Oui, et ça, c'est le dernier message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que ça, effectivement, ne fonctionne que si votre middle management, mais aussi votre codir et aussi vous-même en tant que dirigeant. Et donc, c'est vraiment vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu à fond et c'est cette cohérence, cet alignement qui va fonctionner. Donc, une fois qu'on a établi la confiance, une fois qu'on a créé, qu'on a explicité la culture, qu'on l'a mise en forme, il faut l'incarner. La culture team est là, mais pour décliner. Mais s'il n'y a pas un soutien des middle managers et c'est pas un soutien du dirigeant, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas dans la durée. Et là, il y a véritablement, on parlait de changement de mentalité tout à l'heure, il y a un changement de mentalité du management qui doit s'opérer, parce que ça fait un ensemble de changements qui sont très très lourds, qui sont très costauds. Et si vous n'avez pas des vraies convictions, une vraie adhésion et des vrais changements de mentalité en termes de management, et comme le disait tout à l'heure quelqu'un, c'est pas le problème, il y a certains managers le font, mais il y a d'autres qui ne le font pas. Et il faut arriver à ce que ça soit l'ensemble de la société qui évolue, d'où un travail de coaching, de formation, coaching individuel, coaching d'équipe, de formation des managers ou de co-développement entre eux pour s'échanger les bonnes pratiques. Et on voit plein d'initiatives et on aide nos clients à mettre en place plein de petits réseaux internes où les gens, par des vidéos, par des chats, par du co-développement, échangent leurs bonnes pratiques pour montrer que ça marche véritablement et que ça fonctionne. Donc ce qu'on demande à un manager aujourd'hui, c'est un cap clair, c'est du sens, c'est de la cohérence, c'est de l'exemplarité, c'est beaucoup de transparence et aussi de la vulnérabilité. On a appris avec la Covid de pas tout savoir, que voilà, il faut savoir dire je ne sais pas, et puis c'est cette notion de confiance, de mise en autonomie, de faire grandir, d'avoir une vraie envie de faire grandir ses équipes, de faire grandir chacun des individus dans son parcours, dans la gestion des talents. C'est un vrai esprit d'entraide, une empathie mais sincère, avec une vraie écoute, l'intelligence émotionnelle des situations, ce feedback dont parlait Hélène qui est extrêmement important. Je vous recommande d'ailleurs le podcast avec Squality, Jérôme Leca, qui nous a bluffé par la profondeur du feedback qu'il fait. Donc, Jérôme Leca a demandé à chacun de ses managers de passer une demi-heure avec chacun des membres de son équipe. Donc, chaque manager doit passer une demi-heure chaque semaine avec chacun des membres de son équipe. On voit notamment, alors ils le font de manière, ou la Camif qui le fait de manière sur une barque, donc ils font leur débriefing, leur feedback sur une barque parce qu'ils sont à Niort, ils vont dans le marais Poitevin et voilà, donc c'est ce qu'on appelle les walking meetings, les meetings où on fait le débriefing au vert en marchant avec le collaborateur. Voilà, donc prendre le temps de donner du feedback et prendre le temps, comme le disait Hélène, je ne vais pas revenir dessus, de célébrer, de féliciter. C'est quelque chose d'extrêmement important et a besoin de cette ferveur. Donc voilà, donc tout ça pour dire que là, avec ces différents éléments, vous prenez conscience qu'il y a un changement de mentalité absolument très important.
Prenez conscience que effectivement, si vous n'avez pas une culture, il faut créer ces conditions de la cohésion et de la confiance. Et notamment, comme le disait Hélène, c'est en ayant des projets ensemble que c'est la meilleure façon de construire des choses, dans le travail ou en dehors du travail. Ces notions de culture, culture map, culture code, culture team, qui sont absolument essentielles pour avoir un cadre clair. Et puis ces notions de parcours collaborateur, de tous ces points de contact. Et à la fin, ça va payer en plus de fidélisation, plus d'implication, plus de prescription des collaborateurs. Voilà, suivez ces indicateurs. Dans vos KPI, il est très important de prendre ces indicateurs parce que c'est les indicateurs. J'étais dans un déjeuner hier où j'étais étonné que plusieurs chefs d'entreprise disaient bon, mais j'ai énormément de départ et ça leur paraissait complètement normal et d'avoir une rotation du personnel extrêmement importante. Et moi, je leur disais non, c'est un signal extrêmement fort du fait qu'il n'y a pas d'attachement à l'entreprise, qu'il y a une sorte de rotation. Vous avez peut-être un middle management qui tient pas la route, le cadre est pas clair, enfin, vous n'arrivez pas à fidéliser. Combien ça vous coûte? Et là, on a eu une discussion sur combien coûtent les départs de collaborateurs. Et là, effectivement, on se rend compte que ça coûte énormément d'argent. Et vous avez aujourd'hui un article dans les Échos qui dit la difficulté de recruter des talents. Voilà. Donc, d'où l'importance de les fidéliser, de créer cette fierté d'appartenance. Et merci beaucoup pour votre échange, pour votre écoute. Si vous êtes jusque-là et merci à tout le monde, bah, c'est que c'est des notions qui vous parlent, c'est des notions que vous avez déjà souvent commencé à mettre en œuvre. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Hélène ou avec moi. Vous avez là, vous avez mon mail et celui d'Hélène, c'est exactement le même. C'est hélène@b-harmonis.com. Vous avez aussi le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de téléphone. Et l'idée, c'est de répondre à votre enjeu. C'est-à-dire à votre enjeu spécifique. On n'a bien sûr pas pu aujourd'hui aborder tous les enjeux. Si vous voulez aussi prendre rendez-vous, vous avez un petit bouton rouge, là, cliquez ici qui vous permet d'accéder à nos agendas. Et l'idée, c'est de se dire quelle est votre situation et qu'est-ce qu'on peut améliorer. On est toujours, nous, notre rôle, c'est souvent de vous encourager à aller plus fort, plus vite sur ces notions-là, qui sont des notions un petit peu sous prises en compte de manière insuffisante. Hélène, peut-être un mot de la fin. Alors, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat. Répondre à quelques questions. On a évidemment un petit peu dérapé en termes de timing. On est dans 45 minutes, mais on n'a pas fait beaucoup de questions-réponses. Hélène, oui, donc ça peut être intéressant, effectivement, s'il y en a parmi vous qui ont des questions. Ça peut être aussi des commentaires, des remarques. On est vraiment preneur de vos témoignages et de vos interrogations pour pouvoir y répondre. Peut-être alors, pour les nouveaux embauchés pendant la Covid qui n'ont pas rencontré les anciens, comment créer la cohésion? Effectivement, dans cette logique-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur cette notion de lancer un défi ensemble, c'est vraiment mettre les gens dans une situation où tu fais partie de l'équipe, parce que là, tout de suite, on a un gros besoin, il y a quelque chose qu'il faut qu'on réussisse et on t'embarque dedans. Ça, c'est souvent le meilleur moyen d'embarquer tout de suite les nouveaux. Ensuite, évidemment, il y a plein de rituels qu'on peut virtualiser, hein, d'accueil, où on fait un système de, cette semaine, tu as 10 personnes à rencontrer virtuellement pour comprendre un peu ce qu'ils font dans leur métier. C'est faire aussi des présentations de l'entreprise, la culture, etc., via la culture team ou via une personne qui s'occupe de ça auprès de ces nouveaux et dès que possible, effectivement, avoir un temps de rassemblement où les nouveaux vont rencontrer les anciens et vont pouvoir se sentir partie prenante de l'entreprise. Et c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de cette Coupe du Monde de rugby. Vous avez tous vécu, évidemment, la Coupe du Monde de foot. On ne se sent jamais autant français que quand la France est en train de jouer des matchs face à plein d'autres équipes. Et donc, vraiment, il y a aussi cette dimension de créer peut-être ce sentiment de on est en train de jouer un match, voilà l'enjeu du match, voilà contre qui on est en train de faire ce match. Et là, il y a un côté, tout d'un coup, on est tous fiers d'avoir le maillot parce qu'il y a un côté aussi, on veut gagner. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne avec toutes les cultures, hein, j'en suis consciente, mais qui peut être aussi, se trouver ce défi de aujourd'hui, c'est ça notre combat. Et du coup, on met tous le même maillot parce qu'on veut y réussir, tout en respectant un certain nombre de règles dans la façon dont on va jouer, qui font qu'on se reconnaît aussi dans le jeu, qui peuvent permettre de créer ce sentiment d'appartenance. Rien ne vaut une bonne vieille guerre, comme disaient les anciens.
pour recréer le sentiment de patriotisme. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la guerre, mais en tout cas, cette idée d'avoir un combat est quelque chose qui peut aussi beaucoup aider dans une entreprise où on a un petit peu du mal à se positionner sur... on n'a pas forcément un impact positif énorme, mais par contre, on a vraiment ce défi et on va le relever tous ensemble. Et je voulais terminer ce webinaire en partageant avec vous une conversation que j'ai eue hier avec l'entreprise de grande distribution dont je vous parlais. C'est comme une entreprise de 40 000 personnes, c'est quand même... voilà. Et je suis absolument étonné du travail qui a été fait pour vraiment mettre en œuvre tout ce qu'on vient de dire. Donc, et la prise de conscience qu'on je générais par cet exemple, c'est le fait de dire aujourd'hui c'est possible dans une start-up, c'est possible aussi dans un grand groupe à 40 000 personnes. Et là, le travail qui a été fait depuis 6 mois, c'est vraiment retravailler complètement la culture, la plateforme de marque, avec des messages extrêmement forts. Donc, un travail qui a été fait avec les collaborateurs. Donc, c'est très intéressant parce que c'est pas juste une agence de com ou un consultant qui a fait ce travail. C'est vraiment un travail énorme de consultation sur la vision, sur la raison d'être, sur les valeurs, de revisiter les valeurs qui n'ont pas beaucoup changé. Il y en a juste une nouvelle. Mais il y a en revanche des vrais changements dans l'offre aussi. Je parlais d'expérience qu'on fait vivre aux clients, etc. Et ça a été décliné après par des ambassadeurs dans chacun des magasins. Ça a été décliné dans le parcours collaborateur. Ça a été décliné dans quel est le service client qu'on veut donner aux clients. Ça a été décliné dans toute la documentation interne, les livrets d'accueil, etc. Ça a été voilà. Donc tout ce travail aujourd'hui est entamé, est fait, et cette symétrie des intentions, cet alignement, cette cohérence dont parlait Hélène tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez les meilleurs groupes qui le font, et le succès des scale-up que vous prenez mano mano, dont d'ailleurs nous publions une interview aujourd'hui. Là, je vous encourage d'écouter le podcast sur Mano Mano qui est sorti aujourd'hui. Et mais ça peut être Le Bon Coin, ça peut être, on en parlait au VH, que ça peut être toutes ces entreprises qui ont des succès incroyables. Eh ben, elles ont une culture extrêmement forte et elles savent en tirer parti. Et elles savent derrière la décliner en alignement et en performance. Et c'est ça qui crée cette fierté d'appartenance parce qu'on s'y sent bien. Et c'est assez exigeant, hein. C'est des cultures qui sont exigeantes, c'est des cultures dans lesquelles voilà, vous n'aimez pas. Je discutais hier avec quelqu'un de L'Oréal et qui me disait voilà, on a aujourd'hui on voit très bien tout de suite dès une embauche si la personne va rester 3 mois ou pas, si elle est dans l'ADN de L'Oréal ou pas. Alors, ce qui est dramatique, c'est que L'Oréal embauche des gens qui ne sont pas... voilà, il devrait y avoir un filtre avant. Donc, vous voyez la différence entre une entreprise qui fait ce travail de cultural fit, qui vérifie, et comme Netflix, une entreprise qui ne le fait pas vraiment comme L'Oréal, pas suffisamment en tout cas. Et ça crée des déperditions, ça crée des burn-out, ça crée des départs de collaborateurs qui ralentissent l'entreprise. Donc voilà, donc utiliser la culture comme un véritable levier. On peut peut-être clore là notre webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Hélène, merci de tous tes exemples. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Et effectivement, on espère que chacun de vous pourrait, un jour prochain, être aussi un exemple, si ce n'est pas déjà le cas, d'une entreprise où chacun se sent vraiment pleinement partie prenante et impliqué dans ce qui est fait et à faire. Merci beaucoup. Il y aura un replay disponible. Oui, il y a un replay. Vous m'envoyez un petit mail. Là encore, si vous souhaitez approfondir un point, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un petit mail. Il y a vous avez énormément d'informations sur notre site web. Vous avez notamment des FAQ, des Frequently Asked Questions sur la culture, sur la raison d'être, sur les valeurs. Vous avez énormément d'articles qui ont été rédigés par les harmonistes, dont Hélène et moi. Vous avez des newsletters qui sont assez... Vous pouvez vous y inscrire. C'est avec des prises de position un peu péchues. Donc, c'est des newsletters mensuels. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre site web où on vous met à votre disposition beaucoup de contenu, notamment à travers ces podcasts où vous avez ces témoignages d'entreprises qui réussissent véritablement, qui ont fait leur succès grâce en prenant en compte la culture comme un levier, l'un des leviers essentiels de leur développement. Allez, à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.